Le sable sous les pieds des Romains était rouge de chaleur et de sang. 40 000 hommes contre près d'1 million. Une inégalité qui, même aujourd'hui, semble démente. À la fin du IIe siècle avant notre ère, alors que Rome semblait avoir atteint le sommet de sa puissance, une tempête éclata à ses frontières nord. Des vagues de tribus barbares, Cimbres et Teutons, se dirigeaient vers l'Italie, balayant tout sur leur passage. Ils étaient si nombreux que les auteurs anciens écrivirent « Ils avançaient comme la mer ». Et un seul homme osa se dresser entre eux et Rome, Caius Marius. Mais comment a-t-il pu arrêter ce qui était inarrêtable? Et pourquoi sa tactique suscite-t-elle encore l'admiration des académies militaires du monde entier? La réponse à cette question est cachée dans les sables de la Gaule et dans la discipline de fer de ceux qui savaient transformer la peur en ordre. Des historiens, tels que Plutarque et Tite-Live, ont écrit que l'invasion des Cimbres commença vers l'an 103 avant notre ère. Ces peuples avaient migré du nord de l'Europe, probablement des terres de Danemark actuelles, et se dirigeaient vers le sud, détruisant les armées romaines les unes après les autres. Lors de la bataille d'Arausio, les Romains perdirent plus de 80 000 guerriers. Ce fut une catastrophe comparable à Cannes. L'armée, qui devait défendre l'Empire, disparut en un seul jour. À ce moment, Marius, consul nouvellement élu, fut confronté à une tâche qui semblait désespérée. Créer une nouvelle force à partir des débris de l'armée. Mais ce qu'il fit ne bouleversa pas seulement le cours de la guerre, mais aussi la structure même de l'État romain. Il commença par changer ce par quoi toute armée commence, les hommes. Avant lui, les soldats devaient être des propriétaires terriens capables d'acheter eux-mêmes leur équipement. Mais Rome était épuisée par les guerres, et il ne restait presque plus de tels citoyens. Marius prit une décision radicale. Il autorisa les couches les plus pauvres de la société à servir, ceux qui n'avaient rien d'autre que leur corps et leur volonté. Ainsi apparurent les mulets de Marius, un surnom donné aux soldats parce que chacun d'eux portait sur lui jusqu'à 30 kg d'armes, d'armure, de nourriture et d'outils de construction. Cette révolution de Marius changea l'essence même de l'armée romaine. Désormais, la Légion n'était plus un rassemblement de propriétaires terriens, mais une machine professionnelle. Le terme par lequel Marius décrivait la discipline était « disciplina militaris », non pas un simple ordre, mais un mode de vie où chaque mouvement, chaque son, même la respiration, était subordonné à un but. Les archéologues trouvèrent en Gaule des pointes de pilum, des lances lourdes avec lesquelles les légionnaires frappaient l'ennemi à courte distance. Leurs pointes en fer étaient délibérément rendues souples, afin qu'après l'impact, elles se plient et ne puissent pas être relancées. C'était une arme non pas de force brute, mais de calcul. Chaque élément de l'armée de Marius était organisé avec une précision mathématique. L'imagination dépeint ce moment. Une route poussiéreuse, le long de laquelle s'étire une colonne de 40 000 hommes. Pas de convoi luxueux, pas de privilèges, seulement des hommes, des boucliers, des lances et une seule respiration pour tous. Chaque légionnaire portait sur son dos son propre avenir et celui de Rome. De loin, il semblait que ce n'était pas une armée qui avançait, mais un seul organisme vivant fait de métal et de sueur. Et pourtant, ce n'était pas qu'une bataille qui les attendait. Devant eux se trouvait un cauchemar que même Marius n'aurait pu prévoir. Une confrontation avec une masse barbare si immense que les Romains doutèrent pour la première fois. L'homme pouvait-il résister au nombre? Et c'est précisément à ce moment que commença l'histoire de cette tactique folle qui sauva Rome. Les Romains marchèrent vers le nord pendant des semaines. Chaque jour commençait par le tintement sourd du métal. Les centurions frappaient leurs boucliers avec leurs bâtons, réveillant les soldats. D'abord, du pain d'épeautre et de l'eau vinaigrée, puis une marche pouvant atteindre 20 km avec leur équipement complet. Plutarque écrivait que dans l'armée de Marius était soldat celui qui savait endurer. Et c'est précisément cette patience qui devint une arme, plus redoutable qu'une épée. Pour comprendre l'ampleur de l'horreur à venir, il faut savoir une chose. Contre Marius avançait un mur vivant de tribus. Les sources affirment qu'il y avait au moins 300 000 hommes capables de combattre parmi les Cimbres et les Teutons, et jusqu'à 1 million de personnes avec les femmes et les enfants. Ils transportaient avec eux des chariots, du bétail, des ustensiles, des peuples entiers en déplacement. Ce n'était pas une campagne militaire, mais la migration d'un monde. Le grondement des roues et le mugissement du bétail résonnaient pendant des jours. Lorsque les éclaireurs rapportaient l'ampleur de cette procession, les légionnaires restaient silencieux. Même les vétérans n'avaient jamais rien vu de pareil. Marius comprit qu'une bataille ouverte contre un tel nombre d'ennemis était un suicide. Il choisit ce qui serait plus tard appelé
la tactique de la combustion lente. Dans le monde moderne, on pourrait la comparer à une stratégie d'épuisement en boxe. Ne pas frapper le premier, mais forcer l'adversaire à s'essouffler. C'est ainsi que Marius agit contre les barbares. Il ne se précipitait pas au combat. Il obligeait l'ennemi à attendre. Il construisait des camps fortifiés sur les collines, entourés de fossés et de remparts. Chaque jour, les légionnaires creusaient la terre, érigeaient des murs et s'entraînaient, tandis que les Cimbres attendaient, perdant leur discipline et leur patience. Ce travail constant fut le fondement d'un nouveau principe, la castra, le camp fortifié. Il devint un symbole de l'ingénierie militaire romaine. Chaque camp était parfaitement carré, avec des fossés, des portes et la rue principale, la Via Principalis. Même les ennemis disaient « Les Romains construisent comme s'ils allaient vivre ici pour toujours ». Les archéologues trouvent encore aujourd'hui les traces de ces camps, des vestiges de fossés et des foyers en pierre agencés avec une telle précision qu'on dirait qu'ils ont été réalisés par des ingénieurs du XXIe siècle. Mais pendant que les légionnaires creusaient la terre, les barbares perdaient la tête. Leurs chefs, Boiorix et Teutobodes, ne comprenaient pas pourquoi Marius restait inactif. Ils étaient habitués à un ennemi qui se jetait au combat, et là, le silence. Seulement des torches la nuit et des lignes de tentes bien ordonnées à l'horizon. Les barbares tentaient de faire sortir les Romains en organisant des démonstrations de force. Ils frappaient leurs lances contre leurs boucliers, rugissaient comme des bêtes. Mais Marius ne répondait pas. Il attendait. Il savait que la guerre n'était pas la colère, mais le temps. Alors, il appliqua ce que les officiers modernes appelleraient la guerre psychologique. Il envoyait des détachements pour de courtes incursions, frapper, brûler un convoi, disparaître. Les barbares se lançaient à leur poursuite, perdant leur formation. Quand ils revenaient, ils trouvaient le camp de Marius déjà fortifié et imprenable. C'était la façon romaine de dire « Nous sommes ici pour toujours ». Les signaux devinrent un élément clé de cette approche, les tubae et les cornuas, trompettes en cuivre et cor, grâce auxquelles les commandants dirigeaient des milliers d'hommes. Imaginez un mur sonore, un bourdonnement grave résonnant dans la poitrine lorsque la Légion recevait l'ordre de se mettre en mouvement. Pour les barbares, c'était un signe de pouvoir, des sons qui soumettaient l'espace. Marius comprenait que la discipline n'était pas seulement l'ordre, mais une forme de peur. Il enseignait aux légionnaires à maintenir la formation même quand ils voulaient fuir. Ces centurions marchaient avec des bâtons, la vitis, et frappaient avec eux non pas les ennemis, mais les leurs, si quelqu'un brisait la ligne. Pour l'acheter, un homme sur 10 était exécuté, une procédure appelée décimation. Les historiens débattent de la fréquence à laquelle Marius l'appliquait, mais la menace elle-même rendait la Légion d'acier. Au milieu de l'été, les barbares perdirent patience et se séparèrent. Les Teutons se dirigèrent vers le sud, vers la Provence, espérant percer en Italie. Les Cimbres restèrent au nord. Marius attendait précisément cela, la division de l'ennemi. Il pouvait désormais combattre non pas 1 million, mais la moitié de la force. La bataille qui devait décider du destin de Rome eut lieu près d'une rivière dont Tite-Live a conservé le nom d'Axii, et que des sources ultérieures appellent Aquae Sextiae. Ici, Marius organisa ce qu'un stratège moderne appellerait un piège de périmètre. Il choisit à l'avance un endroit où les collines et les ravins transformaient la plaine en un labyrinthe mortel. Sous les yeux des barbares, il établit un camp, comme s'il les défiait au combat. Mais pendant la nuit, une partie des légionnaires se cacha derrière une colline. Il devait frapper l'arrière de l'ennemi au moment même de l'attaque. À l'aube, la terre trembla sous les pas des barbares. Les Teutons avançaient en masse compacte, criant pour étouffer la peur. Les légionnaires se tenaient silencieux. Marius ordonna d'attendre que l'ennemi soit à portée de jets de pilum. Le silence et le grondement des sabots, deux mondes s'affrontaient à cet instant. Quand Marius leva la main, les Romains lancèrent leurs javelots. Des centaines de barbares s'effondrèrent. Le reste de la masse se heurta au bouclier. Mais ce n'était que le premier acte. Derrière la colline, la poussière s'élevait déjà. La deuxième partie de l'armée de Marius s'apprêtait à porter un coup qui entrerait dans l'histoire comme l'une des décisions les plus géniales de l'Antiquité. Tout se passa en quelques minutes. Lorsque les barbares percutèrent la ligne romaine, la terre trembla comme si elle prenait vie. Les hurlements étaient tels que même les officiers ne pouvaient pas couvrir la voix de leurs soldats. Les Teutons, grands, avec leurs longues tresses et leurs boucliers en chêne, se ruaient en avant comme une tempête. Mais la formation romaine ne bougea pas d'un pas. Les légionnaires, postés au premier rang, s'appuyaient sur leurs courtes épées, les glaives, qui n'étaient pas conçus pour des coups amples, mais pour des coups courts et précis sous les côtes.
Dans le corps à corps, cette arme transformait chacun en une lame mécanique. Le fracas du métal, les cris des blessés, l'odeur du sang et de la sueur, tout se mêlait dans un chaos insupportable. Mais Marius ne leva pas son épée. Il se tenait sur la colline et attendait le signal qui devait tout décider. Le soleil frappait les yeux, se reflétant sur les casques. En bas, les Romains pliaient sous la pression des barbares. Il semblait que la formation allait fléchir à tout moment. Mais c'est alors que retentit le son qui changea le cours de la bataille. Le bourdonnement grave du corps nu. C'était le signal pour le détachement caché, tapi derrière la colline. Pendant la nuit, Marius avait ordonné d'envoyer plusieurs cohortes, environ 4000 hommes, en contournement. Ils s'étaient cachés jusqu'à l'aube dans un ravin, couchés sous des capes et respirant dans la terre pour ne pas se trahir par la vapeur de leur souffle. Maintenant, ils se levèrent et frappèrent les Teutons par derrière. À cet instant, les Romains à l'avant passèrent de la défense à l'attaque. Les barbares se retrouvèrent pris entre deux feux. C'était une double mâchoire classique, une manœuvre qui sera plus tard appelée manœuvre d'encerclement. Les historiens militaires modernes appellent cette stratégie une opération en tenaille. À l'époque, les Romains disaient plus simplement circumvenire, contourner, saisir, refermer. Et c'est ainsi que les légions de Marius refermèrent le cercle. Des centaines de barbares tentèrent de s'échapper, mais les lourds boucliers et les lances leur ôtaient toute mobilité. Ceux qui fuyaient tombaient dans les pièges romains, fossés et pieux creusés à l'avance. Tout l'espace autour du camp se transforma en un gigantesque hachoir à viande. Les découvertes archéologiques dans la région de l'actuelle Aix-en-Provence confirment l'ampleur du carnage. Les scientifiques ont trouvé des dizaines de pointes de pilum, des fragments d'épées et des os transpercés par les clous romains des caligae, les sandales militaires, enfoncées dans le sol pour ne pas glisser dans le sang. Ces découvertes confirment les paroles des anciens chroniqueurs. Le champ de bataille après Aquae Sextiae était jonché de corps. Mais le plus étonnant se produisit après la victoire. Quand la bataille fut terminée, les barbares restants, femmes et enfants, se réfugièrent dans le camp sur la colline. Ils ne demandèrent aucune pitié. Selon Plutarque, les femmes teutones tuèrent leurs enfants et se suicidèrent pour ne pas tomber en esclavage. Cet acte de désespoir choqua même les Romains les plus endurcis. La victoire fut si terrible que, comme l'écrivit Appien, l'air au-dessus de la vallée sentit longtemps la mort. Pour Rome, ce fut le premier véritable répit après de longues années d'humiliation. La nouvelle de la victoire de Marius se répandit dans toute l'Italie. On le surnomma le troisième fondateur de Rome, après Romulus et Camille. Mais Marius lui-même comprenait, la seconde moitié de la tempête restait à venir. Les Cimbres, apprenant la mort de leurs alliés, se dirigèrent vers le sud. Et maintenant, tout dépendait de savoir s'ils réussiraient à les rencontrer avant qu'ils n'envahissent l'Italie. À ce moment naît un autre symbole du génie militaire romain, la marche. Les historiens modernes comparent la vitesse de déplacement des légions de Marius aux manœuvres militaires contemporaines. En une journée, les soldats parcouraient 25 km en terrain accidenté, portant jusqu'à 30 kg de charge. Ce n'était pas seulement un déplacement, c'était une épreuve de survie. C'est de là que vient l'expression « mulet de Marius ». Le légionnaire portait tout sur son dos. Casque, cotte de maille, lance, gamelle, pain, pelle et même un pieu pour construire des fortifications. Le principe fondamental de cette nouvelle armée, l'autonomie. Chaque soldat était son propre fournisseur et ingénieur. Quand une légion s'arrêtait, 30 minutes plus tard, un camp fortifié était déjà dressé. En une nuit, il transformait une colline déserte en forteresse et à l'aube, il disparaissait, comme des fantômes. C'est alors qu'apparut un nouveau type d'officier, les légats. Ce n'étaient pas des aristocrates, mais des professionnels, ayant grandi dans les guerres. Ils comprenaient que la victoire n'était pas dans la gloire, mais dans le calcul. Le légat veillait à ce que chaque cohorte se déplace, mange et dorme selon un horaire précis. Un seul accroc pouvait coûter une légion entière. Au nord, au pied des Alpes, les Cimbres se préparaient déjà à l'invasion. Ils étaient encore plus nombreux que les Teutons. Les sources parlent de 250 000 guerriers. Ils portaient des boucliers recouverts de fourrure et des lances ornées de crânes. Ils croyaient que les esprits de leurs ancêtres les mèneraient à la victoire, et les Romains ne croyaient qu'à l'ordre. Et maintenant, deux forces, deux mondes, deux conceptions de la guerre allaient à la rencontre l'une de l'autre. Dans les plaines du nord de l'Italie, une confrontation se préparait, qui déciderait si Rome existerait demain, ou si le monde serait englouti par la tempête barbare. À l'aube, alors que le brouillard s'étendait encore sur les plaines près du Pô, l'armée romaine se mit en ordre de marche.
Caius Marius se tenait sur une petite élévation et observait ses légionnaires se ranger en ligne. Selon Plutarque, il n'élevait jamais la voix. Il donnait ses ordres calmement, et de ce calme émanait une assurance. Devant lui s'étendait la plaine, au-delà de laquelle, comme une mer sombre, s'élevaient les rangs des Cimbres. Ils étaient si nombreux que, comme l'écrivirent les auteurs anciens, toutes les collines étaient devenues des hommes. Les Cimbres avaient disposé leurs chariots en demi-cercle, les transformant en un mur derrière lequel se tenaient femmes et enfants. C'était leur monde en miniature. Ils n'étaient pas venus pour faire la guerre, mais pour vivre, pour conquérir une terre. Mais devant eux se dressait la machine que Marius avait créée. Il n'avait pas simplement bâti une armée, il avait réécrit son ADN. Désormais, chaque légion était précise comme un mécanisme. Marius comprenait. Un combat direct contre un tel nombre d'adversaires était un suicide. C'est pourquoi il utilisa une ruse que les historiens appelleraient plus tard la réserve en profondeur. Il disposa les légions en 3 lignes, laissant un tiers des troupes invisibles à l'ennemi à l'arrière. Lorsque les Cimbres se précipiteraient, pensant avoir devant eux toute l'armée, ces rangs cachés devaient refermer le cercle. Le mot-clé de ce jour, la manipule. C'était l'unité de base de l'armée romaine, composée d'environ 120 hommes. Ils agissaient comme les cellules d'un organisme unique. Chaque manipule savait quand reculer, quand resserrer la formation. C'est cette flexibilité qui distinguait les Romains de la masse barbare où chacun combattait pour soi-même. À midi, les Cimbres passèrent à l'attaque, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Leur chef criait, les tambours battaient au rythme de leurs pas. Des centaines de corps mugissaient à l'unisson, et la terre sous les pieds des légionnaires vibrait. Ce n'était pas une attaque, c'était un flot. Au premier instant, les Romains disparurent simplement dans cette avalanche. Mais ensuite, la formation de Marius commença à fonctionner. La première ligne de légionnaires enfonça les pilums dans le sol en biais. Il créait une barrière contre les lances et les chevaux. Puis un court sifflement retentit, le signal des tribuns. Au même instant, la première ligne recula d'un pas, ouvrant l'espace pour la seconde. Celle-ci lança ses pilums, des milliers de javelots volèrent comme la pluie. Leurs pointes en fer se tordaient à l'impact, se coinçant dans les boucliers des Cimbres. Les barbares tentaient de les jeter, mais le poids de l'arme tirait leurs bras vers le bas. À ce moment, les centurions entrèrent en action, des officiers supérieurs, chacun commandant une centaine d'hommes. Ils se distinguaient par une crête transversale sur leur casque, pour que les soldats puissent les voir même dans la fumée. Ils se déplaçaient le long de la ligne, criant « Serrez les rangs !» et les rangs se resserrèrent effectivement. Les légionnaires avançaient à petits pas, se protégeant mutuellement avec leurs boucliers. Là où l'impact des Cimbres était particulièrement fort, Marius introduisait des réserves. Il utilisait des signaux de feu et de son, des cors et de la fumée de torches. Ces signaux étaient comme un langage. Chaque combinaison signifiait un mouvement, un virage, une attaque. Cela lui permit de diriger 40 000 hommes sans être au cœur de la bataille. Les Cimbres se battirent avec fureur. Ils agrippaient les Romains par les boucliers, les tiraient vers le bas, leur déchiraient le visage avec leurs griffes. Mais la discipline romaine ne leur permit pas de percer. La bataille dura toute la journée. Au soir, la terre sous leurs pieds s'était transformée en une boue visqueuse mêlée de sang. Tite-Live écrivit que les rivières disparurent sous le flot des corps. Ce n'est pas une exagération poétique. Les archéologues trouvent encore aujourd'hui des eaux calcinées dans la vallée de Vercellae, où la bataille eut lieu. Quand le soleil commença à se coucher, Marius donna son dernier ordre. Les réserves cachées passèrent à l'attaque. Des cohortes fraîches surgirent des collines et frappèrent le flanc. Pour les barbares, ce fut comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Ils comprirent qu'ils étaient encerclés. La panique se répandit plus vite que le son. Ceux qui étaient au premier rang tentèrent de reculer, mais derrière se trouvaient les chariots et les femmes. C'était un piège où chaque pas devenait la mort. Les cris des femmes se mêlèrent au rugissement des animaux blessés. Les Cimbres se battirent jusqu'au bout. Selon Plutarque, leur roi Boiorix tomba, se battant avec une épée dans chaque main. Son corps fut retrouvé plus tard sous un tas de ses guerriers. Au soir, tout était terminé. Le champ de bataille était une mer infinie de corps. Selon diverses sources, jusqu'à 150 000 barbares périrent. Des dizaines de milliers furent faits prisonniers. Du côté romain, les pertes furent minimes, environ 3 000 hommes. Ce ratio semblait impossible, mais les Romains ne croyaient pas au miracle. Ils croyaient en la formation, en la discipline, en ce que chaque homme n'était qu'une partie d'un mécanisme plus grand. Marius se tenait au-dessus de la vallée et se taisait. Il comprenait qu'il n'avait pas seulement gagné une bataille, il avait sauvé une civilisation.
Si les Cimbres avaient percé, l'Italie aurait été sans défense. Mais derrière cette victoire, il n'y avait pas de chance, mais un calcul froid. Il avait prouvé que l'intelligence pouvait vaincre la masse, que l'ordre était capable de briser le chaos. Mais derrière cette victoire se cachait quelque chose de plus grand. Désormais, l'armée qui avait sauvé Rome n'appartenait plus au Sénat, mais à Marius lui-même. Et cela marquera le début d'une nouvelle ère, celle où l'épée de la République se tournera pour la première fois contre elle-même. Lorsque la poussière de la bataille de Vercellae retomba, le soleil déclinait déjà. Le champ, où les épées avaient résonné peu avant, s'était transformé en un cimetière silencieux. Les Romains, munis de torches, parcouraient les corps, vérifiant qui était vivant, qui était mort. On n'entendait que le crépitement des feux de camp et le bruit des marteaux. De nouveaux clous étaient forgés pour les chariots afin de transporter les trophées. Tite-Live écrivit que la terre était tellement imbibée de sang qu'il fut impossible de la labourer pendant de nombreuses années. Même les Romains, habitués à la vue de la mort, restaient silencieux. Ils savaient, aujourd'hui, ils avaient fait face à l'anéantissement. Le Sénat calcula plus tard que plus de 150 000 barbares avaient péri à la bataille de Vercellae. 60 000 autres furent faits prisonniers. Les historiens débattent des chiffres exacts, mais les découvertes archéologiques dans la vallée confirment. Un nombre immense d'hommes et d'animaux y ont trouvé la mort. Des vestiges de roues brisées, des pointes de flèches et des ornements de bronze des tribus cimbres ont été retrouvés dans des couches de terre d'1 mètre d'épaisseur. Tout indique une chose, ce fut une bataille de la fin du monde pour tout un peuple. Les Romains collectèrent les trophées, lances, boucliers, ornements en or. Mais le trophée le plus précieux n'était pas le butin, mais la confiance. Après des décennies de défaites, ils croyaient de nouveau en eux-mêmes. Marius devint un héros, le deuxième après Scipion l'Africain. Les gens le saluaient dans les rues, jetant des couronnes à ses pieds. Plutarque écrivit que les foules criaient « Marius, le sauveur de l'Italie ». Mais derrière ces cris se cachait une nouvelle peur. Marius avait créé une armée que le Sénat ne contrôlait pas. Les soldats n'étaient plus des citoyens défendant leurs terres, mais des mercenaires, personnellement loyaux envers lui. Il leur donnait des terres, des récompenses, des promesses d'avenir. Ils se battaient non pas pour la République, mais pour leur commandant. C'est ainsi que commença une nouvelle ère, celle où les légions romaines devinrent pour la première fois un instrument de pouvoir et non de l'État. À partir de ce moment, le mot « légion » cessa d'être un simple terme militaire. Il devint une arme politique. Chaque légion pouvait élever ou détruire n'importe quel homme politique. Les historiens appellent cela la réforme de Marius, mais c'était en substance une révolution. Elle changea non seulement l'armée, mais aussi l'âme même de Rome. C'est alors qu'apparut la notion de troupes auxiliaires, les auxilia. C'étaient des alliés, non romains, à qui l'on permettait de servir en échange de la promesse de la citoyenneté. Leurs compétences rendaient l'armée universelle. Des cavaliers de Numidie, des frondeurs des Baléares, des archers de Crète. Ils transformèrent la Légion en une machine multinationale. Mais avec cela, le pouvoir personnel des généraux grandit également. Marius fut élu consul 6 fois de suite, une violation inouïe de la tradition. Les sénateurs murmuraient qu'il était trop populaire, trop puissant. Le peuple l'appelait le troisième fondateur de Rome. Mais ses ennemis voyaient en lui le début de la fin de la République. Polybe, un siècle avant Marius, avait déjà prévenu. Quand les soldats dépendront de la générosité du chef et non des lois, Rome tombera. Ces mots sonnaient comme une prophétie. Car bientôt son armée affronterait non pas des barbares, mais des Romains. L'époque des guerres civiles commencerait, où l'épée qui avait sauvé Rome se retournerait contre elle-même. Mais personne ne le savait encore. Ce soir-là, après Vercellae, les légionnaires étaient assis autour des feux de camp. Ils faisaient rôtir de la viande, partageaient le pain, chantaient. Leurs visages étaient couverts de suie, leurs armures de boue, leurs mains tremblaient de fatigue, mais un feu brûlait dans leurs yeux. Ils savaient qu'ils avaient fait l'impossible, que 40 000 hommes avaient réussi à encercler et à anéantir près d'1 million. Marius passa silencieusement entre les feux. Il ne célébrait pas. Son visage était de pierre. Selon Plutarque, il regardait ses soldats comme des instruments qui avaient accompli leur tâche. Mais au fond de son regard, il y avait une ombre. Il comprenait qu'il avait libéré une force qu'il serait impossible de contenir. Quelques jours plus tard, il entra dans Rome. Des foules l'attendaient avec de l'encens et des fleurs. Les sénateurs posèrent une couronne de laurier sur sa tête. Mais quand il montait au Capitole, les légionnaires marchaient devant lui. Ces mêmes pauvres auxquels il avait donné des armes et un sens. Ils criaient son nom, et la ville bourdonnait comme la mer. À ce moment, l'ancienne République trembla.
Depuis lors, la victoire de Vercellae est entrée dans les manuels comme un exemple de combinaison parfaite de tactique, d'ingénierie et de psychologie. Les officiers modernes étudient encore les manœuvres de Marius. Sa méthode, d'abord la discipline, ensuite l'assaut, est devenue une formule de succès pour les armées de tous les temps. Mais derrière la logique froide de cette victoire se cachait un paradoxe. Pour sauver Rome, Marius avait dû détruire ses vieilles fondations. Et quand il retourna dans la capitale, personne ne comprenait encore que ce jour n'était pas seulement un triomphe, mais aussi le début de la fin. Car les empires périssent rarement de leurs ennemis, plus souvent de ceux qui les ont sauvés. Quelques années passèrent. Caius Marius n'était plus le héros que l'on se souvenait après Vercellae. La gloire s'était ternie, remplacée par la méfiance. Il devint irritable, reclus, obsédé par le pouvoir. Le Sénat l'écarta des décisions, sachant que derrière lui se tenait une armée capable de renverser l'État. Mais Marius ne savait pas vivre sans la guerre. Il avait créé une machine et ne pouvait plus arrêter son mouvement. Pendant ce temps, un autre homme retourna à Rome, Lucius Cornelius Sylla. Il avait autrefois été un officier de Marius, servant sous ses ordres en Numidie. Maintenant, il était devenu son rival. Entre eux, il n'y avait pas d'amitié, seulement un froid respect. Tous deux savaient, Rome était trop étroite pour deux. Et pour la première fois, les épées créées pour défendre la République seraient levées contre les Romains eux-mêmes. Les historiens appelleraient cela le début des guerres civiles. Mais à ce moment-là, tout semblait différent. Une lutte pour la loi, l'ordre, l'honneur. Marius affirmait défendre le peuple, Sylla sauver le Sénat. Et chacun avait derrière lui des légions prêtes à mourir pour leur commandant. La réforme qui avait donné sa force à Rome la divisait maintenant en deux. Sylla fut le premier à oser l'impensable. Il mena ses troupes sur Rome. C'était un sacrilège. Une armée ne devait pas entrer dans la ville. Mais personne ne put l'arrêter. Pour la première fois, les légions franchirent les portes sacrées et les lances brillèrent dans les rues de la capitale. La République ne s'acheva pas au combat, mais au son de ses propres tambours. Caius Marius s'enfuit. Vieux, malade, exilé, il croyait encore qu'il pourrait revenir. Et il reviendrait. Mais la Rome qu'il avait sauvée à Vercellae ne serait plus jamais la même.